bien, donc ma responsabilité en quelques minutes, c'est de faire la conclusion sur la base des travaux qui ont été menés cet après-midi. Je pense qu'il y a, j'ai pris des notes, quatre éléments clés qu'on pourrait prendre en compte pour booster notre politique industrielle. Ça a été dit à plusieurs reprises, mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'une grande politique foncière productive, puisque c'est la première condition pour s'installer, soit en Île-de-France, soit en France, c'est de trouver des terrains qui sont réglementairement autorisés. Vous savez, par exemple, on a eu un exemple récent, Tesla a mis son usine de batterie à Berlin. Ils étaient réellement intéressés par la possibilité de l'installer dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand avait été assez honnête en disant on va mettre le paquet, j'ai des raisons de penser qu'on va pouvoir avoir toutes les autorisations en 6 mois, ce qui était extraordinaire déjà, et Berlin a dit en 2 mois. Dans les faits, Elon Musk a décidé de mettre son usine à Berlin. Dans les faits, ça n'a pas été 2 mois à Berlin, mais ça dure depuis 18 mois et ce n'est pas terminé parce qu'il y a eu des contraintes territoriales non anticipées. Mais là, ce dont on parle, c'est de créer des plateformes industrielles préautorisées. Donc, par exemple, on pourrait avoir, et on a évoqué le fait qu'il y a 300 000 friches en France, dont seulement 500 sont traitées par an. C'est un des membres, un des participants qui a donné cette information. Donc l'idée, là, ça serait, par exemple, d'avoir des milliers d'hectares pré-autorisés pour, par exemple, les industries chimiques, les industries, enfin, pétrochimiques modernes utilisant les biotechnologies. Pour installer, on veut un retour de la pharmacie en France, ça serait extrêmement nécessaire également. Donc l'idée, aujourd'hui, quand une entreprise cherche un territoire sur lequel elle doit s'installer, quand ce n'est pas une micro-entreprise, mais qu'on veut construire une usine de plusieurs centaines d'employés, il n'est pas rare de lutter entre 2 ans et 5 ans pour avoir les autorisations selon la nature de l'usine. Si on ramenait ça à 2 mois, il est clair que ça change totalement les décisions des entreprises. Le deuxième point, c'est évidemment ce qui a été dit par le patron de Valeo sur la montée en compétence des ingénieurs dans d'autres pays, notamment que ce soit la Chine ou l'Égypte. Donc là aussi, il y a une réflexion à mener. Par exemple, on prépare une réforme des retraites. Et dans le cadre de la réforme des retraites, c'est le seul point positif qu'on peut retenir du projet qui a été abandonné sur la réforme par points, c'est d'avoir un système de retraite en répartition qui soit fondé sur et qui comprenne l'ensemble des salariés recevant par exemple un salaire inférieur à 180 000 € par an. Et donc les salariés ayant des salaires supérieurs à 180 000 € par an devant prendre des assurances privées complémentaires. Ça permettrait, par exemple, alors on se dit 180 000 €, c'est très élevé, surtout dans un pays où un ancien président qui recevait 25 000 € de retraite par mois et autres prestations d'inspection des finances avait néanmoins dit qu'on était riche au-delà de 4 000. Ceci étant, vous savez qu'aujourd'hui, un ingénieur dans l'intelligence artificielle est couramment, quand il est très bon, est couramment payé 200 000 à 300 000 $. Donc là aussi, limiter les coûts. On a été très déçus, notre exemple, quand il y a eu le Brexit, par le petit nombre finalement, même si ce n'est pas négligeable, de personnels financiers travaillant à Londres qui sont venus en France, puisque il y en a 7 à 8 000 qui sont venus en Europe et pour l'instant on en a capté peut-être 1500. Et là aussi, c'était un argument clé, le poids des cotisations sociales au-delà de 150 000 € par an qui conduisent à ce que le coût du travail des gens ultra qualifiés dans la finance, dans l'intelligence artificielle, dans les biotechnologies, le coût du travail en France n'est pas supportable, n'est pas
en termes de compétitivité comparable à ce qui se fait en Allemagne, puisqu'on nous a également rappelé pendant cette table ronde que les cotisations sociales sont plafonnées en Allemagne. Alors il faut se rappeler que les cotisations sociales étaient plafonnées en France jusqu'à la fin des années 70, que ça a été une décision des gouvernements, les mêmes gouvernements qui ont mis la retraite à 60 ans ont déplafonné les cotisations sociales, et les deux éléments ont eu un impact colossal sur la performance économique de la France au cours des 40 dernières années. Le troisième élément clé, qui est la gestion des talents. Alors ça a été très intéressant et presque émouvant d'avoir ce jeune ingénieur qui parle de patriotisme pour la reconstruction de l'industrie française. Je pense que ce patriotisme serait aidé par les mesures que j'évoque, si on avait une politique de préparation de zones qui accueillent des entreprises industrielles, comme je l'évoquais, prédéfinies, pré-régulées, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin, je vais peut-être être un peu plus précis, imaginons que vous ayez dans les Hauts-de-France une zone de 300 hectares qu'on équipe, et l'idée c'est que toutes les autorisations nécessaires pour y installer une usine soient préparées au moment où on équipe cette ex-friche, de telle sorte qu'une entreprise correspondant aux activités préautorisées puisse s'y installer immédiatement. Et l'autre point que je voulais évoquer, c'est évidemment le fait qu'il est nécessaire de réinvestir massivement. Alors de ce point de vue, je voulais peut-être réélargir un tout petit peu le propos en se disant, au fond, parce que ça n'a pas été traité, et je pense que c'est la grande faiblesse de tout ce qui est fait sur la réindustrialisation, c'est pourquoi faut-il réindustrialiser ? Alors c'est relativement peu su, mais j'espère que vous serez tous des porteurs de ces idées. C'est qu'on cite généralement deux grandes raisons d'espérer dans l'avenir. Il y a bien sûr les efforts qu'on peut faire en R&D, et puis la nécessité d'exporter, puisque vous savez que parmi les grands pays européens, nous sommes le seul à avoir un énorme déficit extérieur, le déficit français commercial étant de l'ordre de 80 milliards d'euros, et l'excédent allemand correspondant est 3 fois plus, autour de 250 milliards, mais on oublie que l'Italie a un énorme excédent de sa balance commerciale de l'ordre de 60 milliards. Donc nous sommes en Europe continentale, au sein de la zone euro, isolés de ce point de vue. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais au fond, bien sûr, on veut créer des emplois, bien sûr, on veut réindustrialiser pour retrouver un petit peu d'indépendance, mais quelles sont les raisons fondamentales de la réindustrialisation? Alors la première chose que je voulais vous dire, ce sont des chiffres officiels, et pour moi, vous êtes tous des leaders d'opinion, donc tous à même d'utiliser ces chiffres dans toutes vos communications, y compris avec des amis, avec des collègues, en famille. La première chose, c'est ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. L'ensemble des pays développés, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis, sont des pays dans lesquels le secteur des services représente en moyenne, sur l'ensemble des pays développés de premier rang, 80% du PIB. Et en moyenne, sur l'ensemble des pays développés, l'industrie manufacturière représente 15 points de PIB. Avec un pays qui est au bas du tableau parmi les grands, qui est la France, avec 10 points de PIB, et l'Allemagne qui est en haut du tableau avec une industrie manufacturière au double, c'est-à-dire 20 points de PIB. Et donc en moyenne, c'est 15 points de PIB, avec une industrie, avec un agroalimentaire qui tourne à 3. Vous voyez qu'industrie agroalimentaire en moyenne dans les principaux pays développés, c'est autour de 18-19 points de PIB. Donc 80% de l'économie moderne, c'est une économie de services. Ceci étant, quand on observe, quand on analyse les exportations mondiales, alors c'est très précis, quand on analyse les exportations mondiales hors énergie et matières premières, elles sont à 80% des exportations de produits manufacturés.
Donc c'est ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. Nous sommes des économies à 80% de services, mais 80% des exportations hors matières premières et énergie sont des exportations de produits manufacturés. On évoque également, pour rebondir, la R&D, l'innovation. Très bien. Mais quand on regarde la R&D et l'innovation au plan international, 85% de la R&D est faite par l'industrie. Alors je résume ça de la façon suivante, parce que tout le monde est abreuvé de chiffres et n'a pas forcément la volonté de mémoriser trop de concepts. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir et véhiculer autour de vous. Pas d'industrie, ça veut dire pas d'exportation et ça veut dire pas d'innovation et de R&D. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation et de R&D dans les services, mais il y en a trop peu d'ailleurs, mais il se trouve que pour l'instant, jusqu'ici, l'essentiel de l'innovation est fait dans l'industrie. Donc le point central, c'est que si on veut avancer rapidement, si on veut résoudre le problème central de la France depuis une vingtaine d'années, quel est-il? Nous avons un taux de croissance moyen depuis 20 ans qui est de 1,2% par an. Or, si on veut, compte tenu du poids de la protection sociale et de toutes nos autres lourdeurs, avoir un pays qui réduise massivement son taux de chômage, qui soit en mesure d'incorporer davantage les jeunes dans l'économie, il faut qu'on passe à 2% de croissance. Et le passage de 1,2 à 2%, c'est la réindustrialisation qui peut nous l'assurer. Donc la réindustrialisation, ce qui m'inquiète toujours, c'est que quand on parle de réindustrialisation, on en parle comme... c'est presque une secte. Alors ici, on est dans le temple de la secte où on parle de réindustrialisation. Et au fond, on se dit, voilà, c'est sectoriel, c'est des gens qui ont un intérêt pour l'industrie. Non, la question de la réindustrialisation, ce n'est pas un sujet sectoriel, ce n'est pas un sujet thématique, c'est un sujet stratégique vital. Si nous ne réindustrialisons pas le pays, eh bien, nous assistons à ce que nous continuerons d'assister à ce que nous voyons en France depuis 15 ans. C'est un énorme appauvrissement du pays. Le niveau de vie relatif de la France par rapport à l'Allemagne a baissé de plus de 10% en 10 ans. Nous nous appauvrissons quasiment à vue d'œil, et c'est très lié à cette désindustrialisation. Et le deuxième point, c'est que nous prétendons rester encore une grande nation, mais comme on vient de le voir avec ce qui s'est passé en Australie, si nous voulons continuer de peser sur le plan international, diplomatique, et si nous voulons continuer de porter notre modèle civilisationnel, eh bien, nous avons besoin d'une industrie puissante, exportatrice, qui nous permette de regagner des points en recherche, développement, innovation, qui nous permettent de donner des emplois à l'ensemble de notre jeunesse, et en plus, ce sont des emplois relativement bien payés. Et enfin, c'est le moyen de retrouver une croissance économique qui nous permette de mettre fin à l'ensemble de nos déficits, pas seulement le déficit commercial et le déficit public, mais vous savez qu'il y a un autre déficit béant qui, à terme, va quasiment limiter très fortement notre capacité d'action, c'est le déficit cumulé extérieur, hein, qui aujourd'hui atteint 500 milliards d'euros. Hein, c'est-à-dire que quand on prend l'actif et le passif de la France vis-à-vis du reste du monde, nous sommes à moins 500 milliards quand les Allemands sont à plus 1500. Donc tout cela, c'est sous-jacent à ce qui s'est passé aussi en Europe. C'est le basculement du centre de pouvoir en Europe dans les 15 dernières années de la France à l'Allemagne. Et je pense que la désindustrialisation du pays a été un élément clé du basculement du pouvoir politique en Europe entre la France et l'Allemagne. Voilà ce que je voulais vous dire.